Alors pour démarrer, est-ce que tu peux nous ramener, nous partager un petit peu l'empreinte industrielle et le réseau, un peu la taille de Ferrero en France? Bien sûr. Donc nous sommes en France, toujours un groupe familial depuis sa naissance, puisque nous sommes nés tout d'abord à Alba, dans le nord d'Italie, dans le Piémont, dans une pâtisserie, il y a un peu plus de 70 ans. Et en 1959, nous sommes arrivés en France, exactement à côté de Rouen, à Villers-Écal, où nous avons implanté la première usine, et notre principale usine, qui aujourd'hui produit 26% de la production mondiale de Nutella. Donc on ne le sait pas, mais la France exporte du Nutella. Et le choix n'était pas anodin, mais c'est d'une part un grand marché, mais c'est aussi en raison de la proximité des matières premières, puisque à l'époque on avait du bon sens. Il ne fallait pas seulement aller sur la RSE. Voilà, il y avait cet aspect-là. Donc surtout, en gros, le lait, effectivement, en Normandie. Le lait, le sucre, la farine, qui sont effectivement dans la proximité. Dans la proximité, et qui aujourd'hui, à l'échelle du groupe pour les achats Europe, représentent plus, même beaucoup plus que les besoins du simple site industriel de Villers-Écal. Et puis après, c'est le troisième site pour la production de Kinder Bueno. Voilà, donc les Kinder Bueno que nous mangeons en France sont produits localement. Voilà, c'est un point qui produit beaucoup de fierté chez nous. Très bien. Et pour finir de te répondre, donc en termes de chiffre d'affaires, nous sommes autour du 1,5 milliard d'euros, et nous sommes 1500 en France, 1000 personnes en Normandie, et 500 avec la force de vente sur l'ensemble du territoire national, ce qui fait que nous disons souvent qu'en France, nous sommes normands, voilà, où nous sommes la plus italienne des entreprises normandes, à voir comment vous préférez le décliner. Pas mal, merci beaucoup. Vous avez une approche basée sur planète et population. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu ce que vous avez mis en place et comment vous organisez ces deux volets? Oui. Comment ça se déroule? Alors, nous avons fait tout d'abord la RSE, que j'ai la chance de piloter, a été mise en place depuis bien longtemps. Donc, en termes de population et d'approche, en fait, si on prend, nous, notre principale problématique porte sur certaines matières premières qui portent à polémique, surtout en France, notamment l'huile de palme, et c'est vraiment la première approche que nous avons mis en place. Et donc, depuis 2007, il y a eu un travail qui a donné ses fruits en 2014, avec 100% de traçabilité, puisque, comme nous l'ont dit les experts qui sont intervenus juste avant, justement, il faut avoir une connaissance parfaite, aussi bien de l'amont et de l'aval. Et donc, ce qui nous permet de remonter au pressoir, par exemple, sur l'huile de palme, et donc d'aller de l'avant. Et donc, après, à côté de ça, il y a tout un travail avec Airbus, avec un satellite qui vérifie là où nous achetons, et qui nous permet de savoir exactement, par exemple, si on parle de la planète, s'il y a déforestation autour de nos achats. Ah, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un partenariat avec les satellites Airbus pour suivre directement l'implantation et de voir s'il y a une évolution ou pas. Exactement, et donc nous recevons des images tous les 3 mois que nous comparons. Et donc il y a, dès qu'il y a soupçon de déforestation, donc il y a toute une série de remèdes, pour le dire à la française, donc avec un premier courrier qui est préparé justement pour demander au producteur de se remettre dans les clous, et s'il n'a pas pris les mesures, donc au bout de 6 mois, donc nous le mettons en demeure et suspendons le travail avec lui. Donc c'est quelque chose qui porte aujourd'hui ses fruits et qui est reconnu par exemple dans le cadre par le WWF, dans le cadre de la Palm Oil Scorecard, justement, qui nous place 2e sur 285 entreprises, justement par rapport à cet aspect, et qui a fait que après nous avons pu adapter exactement la même démarche sur le cacao, que nous achetons surtout au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et donc depuis 2020, nous avons la traçabilité à 100% et nous atteignons le même résultat plus difficilement sur la noisette, notamment en Turquie, en raison des centaines de milliers de producteurs, où nous sommes aujourd'hui autour de 90%. C'est toute la complexité, effectivement, d'aligner, on en parlait d'ailleurs un peu avant, ces milliers de micro-producteurs qui vendent à une coopérative chez qui vous achetez. Exactement. C'est difficile de suivre, effectivement, Et puis après, donc, pour répondre à l'autre partie de ta question, donc il y a toute la partie, après nous parlons des populations, c'est-à-dire il y a
l'environnement, mais après il y a aussi les populations naturellement. Et donc par rapport à ça, il y a toute une charte d'engagement que nos fournisseurs s'engagent, sur laquelle nos fournisseurs s'engagent, et donc qui vise aussi à travailler justement sur la question des droits humains, sur la non-exploitation de certaines populations, et à mettre en place des actions, donc avec l'aide des ONG avec lesquelles on travaille. Par exemple, sur la Côte d'Ivoire, ça sera plutôt Save the Children pour ouvrir des écoles près des plantations et donc pousser encore plus les parents à envoyer les enfants à l'école, ou avec l'Organisation internationale du travail sur la Turquie, où nous avons là aussi un autre programme que nous mettons en place tous les ans. Alors, vous avez une très large gamme de produits. Comment, du coup, aligner ces enjeux et ces travaux sur l'ensemble des gammes de produits, sachant que tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Donc, il y a un niveau de complexité, mais il y a en même temps un niveau d'apprentissage que vous avez. Vous devez avoir l'avance sur certains produits et comment vous les transmettez pour que tout le groupe avance en même temps. Alors, justement, il y a, d'une part, c'est tout l'achat de matières premières. Donc, quand il s'agit du cacao, c'est justement, c'est commun à l'ensemble des produits. L'huile de palme, pas à tous. Le sucre, salé aussi. C'est plutôt commun à tous. Les noisettes, c'est quand même notre savoir-faire. Et donc, nous sommes quand même le premier acteur mondial sur le marché de la noisette. Donc nous avons sur les matières premières, c'est cet aspect. Et puis après, il y a tout le volet packaging. C'est justement la personne qui a parlé juste avant, qui parlait de calcin blanc, qui est justement un argument d'actualité chez nous, autour de Nutella, puisqu'il y en a quelques pots qui sont consommés notamment en France. Et face à la production du site, qui tourne autour de 600 000 pots par jour. Donc nous sommes quand même sur des quantités considérables et sur lesquelles les résultats ne sont pas suffisamment bons aujourd'hui, puisque nous arrivons à 30% de calcin blanc recyclé, alors que justement, si on prend les bouteilles, donc les vertes, on est plutôt autour des 80%. Donc c'est un vrai travail à faire, un vrai effort pour arriver au moins au niveau de 50%. Mais c'est justement tout le travail de collecte. Et puis après, donc il y a par exemple autour des plastiques qui sont relativement présents, notamment dans le secteur agroalimentaire, justement pour garantir la fraîcheur des produits. Et là, nous avons fait tout un passage, donc en sortant du polystyrène et en passant l'ensemble des produits au polypropylène, justement qui est plus facilement recyclable et qui donne plus de marge d'amélioration, puisqu'il y a aujourd'hui avec Citeo 3 projets, notamment autour du PP, justement, pour aller sur le recyclage chimique, puisqu'il faut que ce recyclage soit, nous avons besoin d'un produit qui soit vierge pour répondre à toutes les exigences sanitaires. Et donc il y a cet aspect-là, et en parallèle, donc sur le packaging des produits, ce que nous faisons nous, c'est que par exemple, si on prend, nous sommes dans une période où je vous incite justement à vous rendre en magasin pour le vérifier et l'acheter, donc les Ferrero Rocher. Si on prend la boîte de Ferrero Rocher en plastique transparent, eh bien tout simplement, dans le cadre du passage du polystyrène au polypropylène, nous en avons aussi profité pour réduire l'emballage de 40%. Et donc nous sommes là sur des millions de tonnes de plastique qui sont évitées par an, et donc c'est quelque chose de très important. Mais par exemple, nous l'avons fait aussi sur les Kinder Bueno à Villers-Écal, donc grâce à la modernisation du site, puisque c'est quand même un site qui est là depuis 1959. Donc Kinder Bueno a été lancé en 92. Donc nous sommes sur une modernisation qui a permis, par exemple, et c'est notre grande fierté localement, de réduire de 23% l'épaisseur du plastique. Et donc là aussi, ce sont des tonnes de plastique souple évité, et donc c'est très bien comme ça. On va aborder le dernier point, vous êtes un gros communicant, marketeur, acheteur média. Comment du coup axer aussi ces enjeux-là sur cet angle qu'est le vôtre autour du marketing et de la communication en tant que love brand Ferrero qu'on connaît, quoi. Alors nous le faisons sous différents biais. Tout d'abord, il y a le marketing group, c'est-à-dire en tant que groupe familial, nous sommes parmi les fondateurs du Pledge européen. Donc il y a un petit peu la charte d'autorégulation au niveau européen et qui, justement sur laquelle nous sommes engagés à ne pas aller sur les écrans enfants. Donc aujourd'hui, la limite, mais qui est en cours de redéfinition au niveau européen, est de ne pas aller sur les écrans de moins de 13 ans, là où il y a une part d'audimat de plus de 30%. Et donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes engagés. Donc vous ne verrez pas, par exemple, nos publicités le matin quand ce sont les enfants qui regardent la télévision. Vous ne verrez pas nos publicités sur Gulli.
pendant la journée. Ça, c'est quelque chose d'essentiel que nous avons toujours mis en place et sur lequel nous sommes vraiment engagés. Et nous allons plus loin puisque ces mêmes règles, nous les aident de l'audiovisuel, qui est plus normé par définition au travers de la charte Arcom, nous les appliquons aussi à tout ce qui est réseaux sociaux. Et donc, par exemple, nous ne sommes pas... il n'y a pas même de page de Ferrero sur TikTok aujourd'hui en France. Et donc, c'est quelque chose vraiment pour aller au-delà. Et dans cette approche Marketing to Kids, il y a vraiment, si vous regardez nos publicités, donc outre le fait qu'il y ait toujours une quantité vraiment minime de produits, ces produits sont toujours associés à une famille ou des enfants qui sont en train de bouger, donc qui font du sport. Et en plus, il y a toujours le message qui est adressé aux parents. C'est-à-dire, c'est vraiment un choix de la part du groupe. Tout est ciblé sur les parents. Et donc, c'est cette approche sur le marketing responsable d'une part. Après, il y a tout ce que nous faisons autour du sport. Donc, nous avons un programme, notamment avec la marque Kinder, qui est le programme sportif du groupe Ferrero, donc avec le programme Kinder Joy of Moving. Et là-dessus, c'est vraiment l'objectif est de faire découvrir le sport aux enfants. Et donc, nous travaillons avec plusieurs fédérations, la fédération d'athlètes, de hand, de basket, justement pour approcher les enfants et leur faire découvrir des nouvelles activités. Et par exemple, tous les ans, depuis 2020, nous arrivons à toucher 500 000 enfants sur l'ensemble du territoire national. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et nous sommes allés au-delà puisque nous avons sponsorisé les programmes courts qui étaient sur France Télévisions juste avant les JO, avec Kinder Joy of Moving. Et donc, il y a eu pour faire découvrir les nouveaux sports qui étaient présents aux Jeux Olympiques. Et pour l'anecdote, puisqu'il y a aussi beaucoup de communicants dans la salle, il y avait aussi un programme court sur la boccia, dont la championne olympique est Aurélie Aubert, que nous allons maintenant sponsoriser et qui sera une ambassadrice du programme. Donc la championne paralympique de boccia. Et c'est quelque chose vraiment sur lequel nous sommes totalement engagés. Et puis après, encore plus important, grâce à l'Union des marques, donc nous sommes dans le cadre de la charte FAIR, donc qui est une charte qui vise vraiment à réduire l'impact des communications. Et donc là aussi, heureusement, il y a de moins en moins de tournages de publicité. Comme vous savez, on en fait quelques-uns par an, qui ont lieu en Afrique du Sud. Et tout se replace en Europe, par exemple, pour donner un exemple concret. Parfait. Merci beaucoup. Merci.